Je suis ravi de vous accueillir au château de Serrans. Nous allons passer une petite demi-heure ensemble pour découvrir le château qui se situe à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Angers et à environ 10 kilomètres au nord de la Loire. Alors Serrans en fait est un château fort à l'origine construit au XVe siècle par la famille Brie sur les terres de leurs ancêtres. Il nous reste d'ailleurs les douves médiévales qui sont toujours en eau ainsi que les parties souterraines du XVe siècle dans lesquelles se situent aujourd'hui les anciennes cuisines. À partir du XVIe siècle, le château est rebâti dans le style Renaissance par Péan de Brie. Alors les travaux commencent en 1539 par le grand escalier central. Il demande d'ailleurs à un architecte angevin du nom de Jean Delépine de dessiner de part et d'autre de l'escalier un corps de logis terminé par 2 tours d'angle. Alors sur ce projet initial n'est construit que la partie gauche de la tour nord jusqu'à l'escalier. Rapidement, des problèmes d'argent font surface, ce qui conduit à l'arrêt des travaux. Et Serrans reste à moitié construit pendant à peu près un demi-siècle. Il faut attendre le rachat par Guillaume de Botrus pour reprendre la construction au XVIIe siècle. Guillaume de Botrus, à partir de 1636, va bâtir la partie gauche et la tour sud du corps central, mais en respectant le parti pris initial Renaissance, ce qui permet de sauvegarder l'homogénéité générale du bâtiment. Son fils va vouloir agrandir le château en construisant les 2 ailes perpendiculaires, en respectant également l'harmonie générale, il reprend les façades Renaissance. Et puis la petite fille va construire à la fin du XVIIe siècle la chapelle au bout de l'aile sud, ce qui déséquilibre quelque peu la construction. Pour rééquilibrer l'ensemble, l'aile nord va être prolongée en parallèle de la construction de la chapelle. Cette chapelle d'ailleurs qui est remarquable, il y a un mausolée dessiné par Lebrun et sculpté par Coisvox à l'intérieur en hommage au marquis de Vaubrin. Les pavillons de la cour ainsi que le portail central sont rajoutés au début du XVIIIe siècle par la famille Botrus toujours, et donc ils achèvent la construction dans les années 1710 après quasiment 200 ans de travaux, ce qui est long. Mais quand on voit l'harmonie générale très équilibrée, très homogène, c'est un travail remarquable. Le château finit par être vendu en 1749 avec l'intégralité de ses collections, mobilier et tableaux compris. Il est racheté par Antoine Walsh, fils d'un immigré irlandais catholique exilé en France au XVIIe siècle. La famille Walsh va donc prendre possession du domaine. Ils vont être anoblis d'ailleurs comte de Serrans par Louis XV. Et ils vont surtout s'intéresser aux extérieurs en aménageant à la place des anciens jardins à la française un grand parc à l'anglaise, paysager, dans les années 1780. Là-dessus, la Révolution arrive. Heureusement pour les Walsh, qui sont d'origine irlandaise, Serrans ne va donc pas connaître de dégâts majeurs. La collection est préservée, le bâtiment lui-même ne subit pas de dégâts. À partir de 1830, un mariage va avoir lieu entre Valentine Walsh de Serrans et le duc de la Trémouille. Leur fils va s'installer à Serrans à la fin du XIXe siècle et entreprendre d'importants travaux de restauration. Alors il est historien et collectionneur, donc il a cette fibre particulière artistique. Il va donc réaménager le château en faisant appel à un architecte, Lucien Magne, élève de Viollet-le-Duc, pour lui redonner un côté plus Renaissance qu'il avait perdu au XVIIIe notamment. La balustrade du 2e étage est créée à cette époque, les meneaux sont rétablis aux fenêtres et bien sûr sur la façade, le blason et la devise familiale est rajouté. Et l'intérieur est totalement modifié à cette époque pour redistribuer les salles, les moderniser aussi avec le confort moderne, les salles de bain, l'eau courante, le chauffage central et redisposer les collections des Botrus, des Walsh et des La Trémouille dans des nouvelles salles donc, pour exposer toutes ces collections assez disparates mais très homogènes néanmoins. Aujourd'hui, le château appartient toujours aux descendants des La Trémouille. C'est le prince et la princesse de Mérode qui résident à Serrans et qui préservent ce monument. La collection de mobilier d'ailleurs est intégralement classée monument historique depuis 2001, ce qui est plutôt rare dans le domaine privé et ce qui signifie vraiment la particularité de ce château et que l'on va découvrir ensemble dès maintenant. Je vous propose donc de me suivre pour découvrir l'intérieur. Alors dès l'entrée, nous découvrons le grand escalier Renaissance du château. Donc la première chose construite par la famille Brie au XVIe siècle,
On est 15 ans après le début des travaux au château de Chambord quand cet escalier à Serrant est construit sur le modèle italien, donc avec 2 volets couvertes par de belles voûtes à caissons sculptées. Les loggias sont présentes à chaque niveau, elles n'étaient pas fermées par des portes et des fenêtres au départ, tout était ouvert côté cour et côté jardin. Ça a été cloisonné plus tard pour plus de confort. Mais on a affaire ici à un vrai bijou d'architecture Renaissance. Sur notre droite, il y a la salle à manger du château. Une salle à manger aménagée à la fin du XIXe siècle, comme toutes les pièces que nous allons voir par la famille La Trémouille, mais en reprenant des éléments de décor plus anciens, comme ici une série de tapisseries d'Audenarde du XVIIe siècle qui représentent les métamorphoses d'Ovide. Alors, signe de la modernité de cette création de la salle à manger, il n'y a pas de cheminée, elle a été remplacée par une statue, puisque le chauffage central est installé fin du XIXe. Cette cheminée était obsolète pour la salle à manger. Alors il y a ici de conserver une belle table en acajou d'époque Empire qui avait été commandée par la comtesse Walsh. Cette table pouvait s'agrandir pour accueillir 25 convives. La table est assortie avec un surtout et des chandeliers d'époque Empire estampillés Thomire en bronze doré. Et nous avons exposé un service à vaisselle monogrammé et blasonné au Walsh de Serrant, comme on peut le voir sur les assiettes. C'est un service en porcelaine de Paris du début du XIXe siècle. Dans la continuité du rez-de-chaussée, en traversant l'escalier, on va découvrir l'antichambre qui est l'ancienne salle d'attente pour les invités. Alors ici sont disposés un ensemble de mobilier du XVIIe siècle avec notamment cet exceptionnel et magnifique bureau Mazarin qui présente une belle marqueterie dite boule en écaille et en laiton. Le bureau est daté de la fin du XVIIe siècle, tout comme la pendule qui le surmonte. Il y a une série de portraits de famille ici qui reprennent différents ancêtres des propriétaires actuels et notamment une récente acquisition, le portrait de la comtesse Walsh de Serrant et de ses 2 enfants par Louis Hersant, représenté ici dans le parc du château de Serrant que l'on distingue à l'arrière-plan. Nous sommes très fiers de pouvoir présenter ce tableau maintenant dans la collection du château, puisqu'il y était à l'origine du XIXe siècle. Alors pour continuer, il y a le couloir des chambres dites Tarente. Avec la chambre du prince de Tarente, qui est le titre porté par le fils aîné de la famille La Trémouille, l'héritier de son père. Donc une chambre importante. Alors d'autres chambres sont accessibles, mais je vous propose de monter au premier étage pour continuer la visite par ici. Alors nous sommes ici dans la chambre Empire, une des très belles chambres du château qui rassemble le mobilier commandé à l'occasion de la visite de Napoléon et Joséphine. La comtesse Walsh commande du mobilier pour le salon du château. Elle est très proche de l'impératrice, c'est une de ses dames de compagnie. L'impératrice elle-même est la marraine de la fille de la comtesse Walsh. Nous conservons sous une vitrine dans la chambre le service à thé en porcelaine de Sèvres offert à l'occasion du baptême de Valentine Walsh par l'impératrice. Alors cet ensemble de mobilier est commandé à l'ébéniste Jacob Desmalter. Donc on a une très grande qualité de meubles, en particulier au niveau des fauteuils. Ils ont gardé les garnitures d'origine en tapisserie de Beauvais. La finesse des bronzes aussi témoigne de la qualité des meubles. Le lit prévu pour Napoléon n'a finalement pas servi pour l'empereur, puisque plutôt que de rester 2 jours, il n'est resté que 2 heures à Serrant.
la visite écourtée pour des raisons diplomatiques. Le lit a été réutilisé au cours du 19e par plusieurs comtesses Walsh, dont on voit le monogramme dans la couronne de laurier. Je voulais vous montrer en particulier un meuble que j'aime beaucoup, c'est cette commode secrétaire Jacob Desmalter, qui est relativement rare dans sa forme et ses proportions. Elle est composée de 4 tiroirs en façade composée uniquement d'acajou et de bronze doré. Le tiroir supérieur révèle en fait une tablette d'écriture avec 2 petits tiroirs intérieurs. La conception, la qualité des matériaux montrent vraiment l'extrême maîtrise de Jacob Desmalter dans la création de l'époque. C'est sans conteste un des meubles phares de cette pièce. Je voulais aussi mentionner, avant de quitter la pièce, un très joli buste sculpté par Canova que l'on voit sur la cheminée et qui représente l'impératrice Marie-Louise dans la mode à la grecque de l'époque. Nous allons continuer la visite et passer à la salle de réception principale, le grand salon qui se situe à côté. Alors le grand salon porte bien son nom, hein. C'est la plus grande salle du château, salle de réception principale, aménagée comme on le voit aujourd'hui à la fin du 19e toujours, par le duc de la Trémouille et son architecte Lucien Magne, dans un style néo-renaissance et on le voit particulièrement avec la grande cheminée dont le blason familial orne le trumeau principal. La série de tapisseries date de la fin du XVIe siècle, ce sont des tapisseries de Bruxelles, avec un joli décor qui mêle l'exotisme et les animaux européens. Aucun être humain n'est présent dans ces tapisseries, hein, ce ne sont que des représentations animalières et végétales. Ce salon sert en fait d'écrin au plus beau meuble de la collection, qui est ce cabinet d'ébène. Il est daté des années 1645 à peu près, 1650, et réalisé par Pierre Goll, un des grands ébénistes de l'époque. Ce cabinet est en fait un cadeau de mariage. Il a été offert par dot à Guillaume de Botru. Il est à Serran depuis sa livraison à partir de 1650-1660. Ce qui fait qu'il a tout traversé à Serran. Et on l'observe encore aujourd'hui dans son lieu d'origine et dans un état de conservation absolument fabuleux. C'est un meuble d'apparat, donc ça ne veut dire qu'il ne servait que de décor en quelque sorte. Et quel décor, hein. On a une iconographie mythologique sculptée dans l'ébène qui a cette teinte noire particulière, cette profondeur dans le reflet de la lumière. Et donc c'est un meuble qui était présenté lors des réceptions, il était bien sûr présenté ouvert. Aujourd'hui encore, on peut voir ce très beau décor sculpté, ciselé également sur le revers des portes. Vraiment une finesse d'exécution qui montre le talent aussi de l'ébéniste. Et les portes centrales révèlent un décor tout à fait particulier. Un décor de théâtre, très à la mode du XVIIe siècle, avec cette rocaille, cette fausse rocaille, hein, c'est du liège en fait, des miroirs pour la profondeur, des colonnes en ivoire teintées de rouge pour imiter le corail, de l'ivoire peint également pour imiter le marbre, et une belle marqueterie au sol, notamment avec un damier en ivoire, en ébène. Et des tiroirs sont dissimulés derrière les éléments du théâtre. Au total, 33 tiroirs sont présents dans le meuble. Alors, ils n'ont pas d'utilité en tant que tiroir, mais ils sont là pour montrer le talent de l'ébéniste et ce travail absolument merveilleux qui a nécessité environ entre 5 et 10 ans de travail pour produire ce meuble d'exception dont une dizaine d'exemplaires seulement existent encore aujourd'hui dans des collections publiques principalement. À ce jour, je crois que celui de Serran est un des seuls à être dans sa collection d'origine. Alors, je voulais également vous présenter une œuvre majeure de la pièce, mais beaucoup plus petite, qui est ce coffre
Ce coffre en plaques de laiton doré, incrusté aussi de pierres semi-précieuses et également de camées. Ces camées datent de l'Antiquité, ils ont été réutilisés sur ce coffre qui date de la fin du XVIe siècle. C'est un cadeau du pape Paul V, un des membres de la famille La Trémouille, qui était ambassadeur du royaume de France au Saint-Siège. Un cadeau plutôt prestigieux et qui révèle, outre un bel extérieur, un superbe intérieur dont le tissu est brodé de fils d'or et d'argent. Au centre du couvercle, on peut voir également le blason, les armoiries du pape Paul V, qui rappellent son origine. Alors parmi toutes les œuvres aussi qu'il y a ici, il y a quelque chose de particulier qu'on ne retrouve pas normalement dans un salon. C'est le grand meuble au fond, composé de boîtes en carton recouvertes de cuir. C'est un cartonnier pour ranger les archives du château. Le duc de la Trémouille, à la fin du 19e, je vous ai dit, c'est un amateur d'art, c'est un historien, c'est aussi un archiviste. Il a passé une bonne partie de sa vie à étudier les archives de sa famille, la Trémouille, une famille qui remonte au XIe siècle, dont les archives ont été préservées de la Révolution. Elles ont été amenées en partie à ses rangs. Mais maintenant, dans ce meuble sont rangées une partie des archives du château de Serrans lui-même. Je voulais vous montrer quelques extraits, notamment des choses qui rappellent la vie du château. Alors, j'ai par exemple ici un cahier qui consigne les différents menus et les invités des réceptions à Serrans. Vous voyez par exemple ici, en janvier 1931, le menu ainsi que la liste des invités. Alors il y avait quand même une fonction, il fallait ne pas resservir deux fois le même menu aux invités qui revenaient plusieurs fois. Donc on a sur plusieurs décennies des carnets comme ça qui rappellent la vie du château à cette époque. Autre extrait important que je peux vous montrer, c'est un acte qui date de 1636. C'est l'acte d'achat du château de Serrans par Guillaume de Bautru. Un très bel acte notarial daté du 12 mars 1636 sur parchemin et qui détaille donc les termes du contrat de vente du château et qui est toujours conservé dans son lieu d'origine. Donc ces deux petits extraits de la collection d'archives du château montrent l'importance de conserver la mémoire du château dans ces lieux par différents objets, aussi bien papier que tableaux, œuvres, etc. Je vous propose de continuer la visite. Nous allons voir maintenant le cœur du château, la bibliothèque, ce qui fait sa réputation. Alors voici le trésor du château, l'énorme bibliothèque qui rassemble 12 000 ouvrages. Une bibliothèque considérable. Actuellement, c'est une des plus grandes bibliothèques privées qui soit conservée dans son lieu d'origine. Elle est d'ailleurs classée en tant qu'archive historique. Cette bibliothèque est composée en fait par les différentes collections familiales depuis le XVIIe siècle, notamment par Guillaume de Bautru qui commence la collection au XVIIe. C'est un des membres fondateurs de l'Académie française. Les Walsh ont racheté le château avec le mobilier, mais également avec les livres, et ils rajoutent même leurs ouvrages. On peut voir derrière quelques extraits, quelques livres dont le dos porte leur emblème, leur blason. Et puis le duc de la Trémouille ramène également ses ouvrages à la fin du XIXe siècle. Il les ajoute à la collection, on peut les voir avec cette croix sur le dos. La croix est composée des 4 T qui rappellent les titres de noblesse des La Trémouille. Ils étaient duc de la Trémouille, duc de Thouars, prince de Talmont et prince de Tarente. Alors c'est justement ce duc de la Trémouille en question qui aménage cette pièce comme on la voit aujourd'hui.
Il était président de l'Association des bibliophiles de France d'ailleurs, c'est vraiment une de ses grandes passions. Il aménage la pièce de façon thématique. On a un classement par thème, donc littérature, histoire, géographie, sciences, mais on a des livres qui datent du XVIe siècle pour les plus anciens jusqu'au début du XXe siècle. Parmi les pépites de cette collection, on peut citer la première édition complète de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et je peux également vous montrer ici la seconde édition de la description de l'Égypte, qui date de 1820. Là, je vous ai ouvert le premier tome sur les antiquités, avec des illustrations absolument sublimes, comme le frontispice de la description d'Égypte, qui est une grande planche colorée qui montre un peu l'idéalisme de cette expédition d'Égypte par Bonaparte. Alors la bibliothèque renferme aussi une collection de meubles, comme dans tout le château. Ici des meubles particuliers, notamment dédiés aux jeux. Là nous avons une jolie table de tric-trac avec ses 4 chaises estampillées Georges Jacob, l'ébéniste favori de Marie-Antoinette. Des chaises très élégantes avec le dossier en forme de lyre. Bien entendu, il y a quelques tables de lecture pour les livres, notamment les gros volumes, comme ici l'Atlas du Royaume de France, daté de 1643. Et puis, bien sûr, il y a le bureau du duc de la Trémouille, qu'il a fait faire pour son métier d'historien, d'archiviste. Il passait beaucoup de temps le nez dans les papiers. Et donc voici ce bureau avec plein de tiroirs, dont certains sont en fait des tablettes annexes pour poser des livres, des papiers. Il y a même des encriers intégrés dans le tiroir. On est donc sur un modèle assez unique et plutôt remarquable du point de vue de l'ébénisterie. Et puis on ne peut pas être dans la bibliothèque sans parler du tableau sur cette énorme cheminée qui rappelle l'histoire des Walsh. Sur le tableau est représenté Antoine Walsh à gauche et le prince d'Écosse Charles-Édouard Stuart à droite. C'est Antoine Walsh qui monte une expédition avec le prince d'Écosse en 1745. Il organise en fait le débarquement du prince d'Écosse en Écosse, c'est ce qui est représenté sur le tableau, pour que le prince d'Écosse puisse repartir à la conquête de son trône, qui est aux mains des Anglais. L'expédition est un échec, mais lorsque les Walsh achètent le château de Serrans, ils ne perdent pas de vue leur fidélité envers la cause écossaise. Le tableau est donc fait pour montrer cette relation particulière entre Antoine Walsh et le prince d'Écosse. Et puis la cheminée elle-même est surmontée par les armoiries royales de Grande-Bretagne, qui sont les armoiries du prince d'Écosse en tant que légitime héritier. Et il y a également les fleurs de chardon sculptées sur les chapiteaux de part et d'autre de l'âtre de la cheminée. Symbole supplémentaire de l'amitié entre les Walsh et les Écossais. Je vous propose de continuer la visite. Nous allons découvrir une autre chambre. Cette fois, nous allons passer dans les appartements du duc et de la duchesse de la Trémouille, qui sont situés dans l'aile sud du château. Alors voilà, nous sommes dans la chambre de la duchesse de la Trémouille, qui est la plus grande chambre du château, c'est la chambre de la maîtresse de maison. Elle est organisée autour d'un décor inspiré du XVIIIe siècle, avec un très bel ensemble de meubles de cette époque. Et nous avons une belle tapisserie de Berlin, qui est datée de 1740, qui représente la cérémonie du thé en Chine. Elle s'inscrit dans la mode des chinoiseries en vogue à l'époque, particulièrement en Prusse. Le roi de Prusse aimait beaucoup. C'est d'ailleurs un cadeau du roi de Prusse au roi de France, un cadeau diplomatique. La tapisserie est sommée par les armoiries royales de France. Donc la duchesse profite d'un très bel espace, mais en fait, comme on est chez la maîtresse de maison, il n'y a pas que la chambre, elle est complétée par un cabinet de toilette, et surtout parce que nous allons voir, qui est l'ancêtre du dressing, le salon d'habillage de la duchesse. Un salon d'habillage
qui est en forme de boudoir, de jardin d'hiver, baigné de lumière, très chaleureux, très lumineux, qui répond vraiment à la mode de la Belle Époque. Donc l'aménagement de cette pièce, c'est 1894. Et on peut voir d'ailleurs le portrait de la duchesse de la Trémouille sur le manteau de la cheminée. Alors le duc de la Trémouille n'est pas en reste, on va aller voir son appartement qui est parallèle à celui de la duchesse. Et l'accès se fait par une petite porte dérobée. Voilà donc la chambre du duc de la Trémouille qui est une chambre un peu plus masculine, à moins de tissu, un peu plus petite également, mais avec de beaux éléments. On peut mentionner évidemment cette grande tapisserie qui fait partie de la suite des tapisseries de la salle à manger. Celle-ci ne rentrait pas dans la salle à manger, ils l'ont installée ici, mais c'est la mieux conservée de cette suite, avec de jolies couleurs et puis une bordure intacte dans la salle à manger. Elles avaient été découpées parce qu'elles étaient trop grandes. Et on a un beau lit à la polonaise également, et puis au-dessus de la cheminée, un portrait de Louis XIV. Le duc de la Trémouille profite également, outre sa chambre, d'un petit cabinet, un ancien cabinet de travail qui est devenu un petit salon d'habillage également, avec de grands placards en acajou pour la garde-robe. Et devant la fenêtre, une très belle coiffeuse de voyage d'époque Louis XV qui est estampillée Lacroix, qui est vraiment un des beaux meubles également de la collection du château de Serrans. Alors voilà, nous avons terminé pour ces salles de réception et chambres de prestige. Je vous propose de changer d'ambiance, de changer de décor. On va descendre dans les sous-sols du château pour aller voir les cuisines. Voilà, je vous retrouve dans les cuisines du château de Serrans. Donc on est ici dans les sous-sols, dans les fondations médiévales. On peut d'ailleurs retrouver le plafond gothique du XVe siècle, ainsi que des murs très épais. Les cuisines telles qu'on les voit à Serrans aujourd'hui datent de la fin du XIXe siècle. Elles présentent une collection d'ustensiles en cuivre encore complète, avec notamment les casseroles et les moules à gâteaux de toutes les formes et de toutes les tailles. Signe également ici de la modernité de la cuisine, il y a un fourneau au centre de la pièce dont l'évacuation des fumées se fait par un système souterrain. Il y a un conduit qui passe sous le dallage de la pièce et qui communique avec la grande cheminée en granit du fond. Alors pour conclure cette visite, j'aimerais maintenant vous emmener dans un endroit qui n'est pas accessible au public. C'est le deuxième étage et notamment la balustrade qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur la cour d'honneur du château. Alors voilà, je vous retrouve après les sous-sols sur la balustrade du deuxième étage du château avec cette superbe vue d'ensemble sur les façades de tuffeau. Cette balustrade a été ajoutée à la fin du XIXe siècle par l'architecte Lucien Magne, selon ce qui existait sans doute déjà à la Renaissance. On peut voir se développer donc ces belles façades Renaissance de la cour d'honneur. Et puis au-delà, on a une très belle vue sur la campagne, le bourg de Saint-Georges-sur-Loire et même la vallée de la Loire encore plus loin. C'est donc ici que nous terminons la visite du château de Serrans. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de venir découvrir pour de vrai ce château qui est un vrai bijou de la Renaissance, qui a beaucoup de choses encore à vous faire découvrir dans ses collections, dans les pièces que nous n'avons pas eu le temps de voir. Merci beaucoup et à très bientôt j'espère.